Première partie du programme de Géo, mer et océan dans la mondialisation. Premier chapitre, mer et océan, un rôle fondamental dans la mondialisation. Donc on avait fait une étude de cas, la mer Méditerranée, que je vais sauter rapidement. On va passer donc directement au grand 1, le développement des échanges maritimes dans le cadre de la mondialisation, maritimisation, transport et échange, spécialisation des navires. Donc on avait vu que effectivement il y a une forme de spécialisation des navires, avec un phénomène qu'on appelle donc la conteneurisation, donc le développement des boîtes standards qui sont transportées dans des porte-conteneurs. Cette spécialisation des transports maritimes a connu une vraie alors on peut l'observer ici à travers différentes photos, donc le transport du pétrole, les tankers, le transport des céréales, matières premières, les vraquiers, et même aujourd'hui des navires spécialisés dans le transport de produits frais. Et ce qu'il faut dire également, c'est que ce transport maritime a subi une véritable révolution en termes de volume transporté, puisque depuis les années 60, on a vu se succéder les générations de porte-conteneurs aux dimensions de plus en plus importantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le transport maritime représente 85% du transport maritime, et le transport maritime est le moins cher, puisque c'est celui qui transforme le plus de volume. On peut même dire que le coût du transport maritime est devenu quasiment marginal par rapport au coût de production, à peu près 1% du coût de production des produits manufacturés. Donc sans les transports maritimes, il n'y a pas de mondialisation, il n'y a pas ce phénomène de développement et d'interconnexion des continents à l'échelle mondiale. Alors, donc on transporte essentiellement du pétrole et du gaz, du vrac, des conteneurs, qui sont donc l'essentiel des marchandises qui sont transportées dans le monde. Alors on a vu également que les océans jouent un rôle majeur, puisque c'est sous les océans qu'on trouve aujourd'hui finalement tous les grands câbles sous-marins qui permettent de relier les continents et qui permettent de les relier en matière de communication. Sans ces câbles sous-marins, il n'y a pas de communication, et Internet dépend en grande partie de ces câbles sous-marins. Donc les États ont déployé ces câbles sous-marins à travers les continents, et on voit que on voit très clairement que les câbles sous-marins relient les grandes puissances économiques du monde. Il y a une corrélation en fait entre les grandes routes maritimes et les chemins des câbles sous-marins. Alors le rôle des acteurs. Donc les acteurs sont divers. Alors le principal acteur finalement du transport maritime, c'est ce qu'on appelle les pavillons de complaisance. Alors les pavillons de complaisance, ce sont des États, ce sont souvent de petits États, comme le Panama, le Liberia, les Bahamas, les îles Marshall, Singapour, qui vont immatriculer les navires en étant très peu regardants sur les normes environnementales, les normes sociales. Ce sont souvent des paradis fiscaux. Donc c'est ce qui explique que Panama, par exemple, soit aujourd'hui en théorie la première puissance maritime mondiale. Mais alors parce que en fait les navires sont immatriculés à Panama pour des raisons qui sont liées à l'attractivité de cet État en termes de normes environnementales et sociales. Alors les armateurs, ce sont donc les compagnies maritimes qui immatriculent, qui sont les propriétaires des navires. Donc les armateurs, comme c'est la CMA CGM, qui est une entreprise française, eh bien cette entreprise, elle immatricule essentiellement ces navires en dehors justement de la France et même de l'Europe, parce que vous voyez que finalement les immatriculations en Europe sont assez peu nombreuses. Elles le font, la CMA CGM immatricule essentiellement au Liberia, dans les Caraïbes, aux îles Marshall, c'est-à-dire dans ces fameux paradis fiscaux que sont les pavillons de complaisance. Alors les autoroutes, donc on se retrouve aujourd'hui avec des voies maritimes majeures
où on retrouve donc l'essentiel des transports maritimes, mais aussi l'essentiel des grands câbles sous-marins dont on a parlé. Hein. Donc là, on se retrouve vraiment avec des grands axes maritimes qui vont relier les principales puissances du monde, donc la Chine. Vous voyez la Chine, hein, qui est devenue la première exportatrice mondiale de produits manufacturés, l'Europe, voilà, et l'Amérique du Nord. Donc les trois grandes puissances commerciales sont logiquement reliées par des flux maritimes très intenses qu'on revoit ici. Hein. Alors vous avez aussi des flux secondaires qui vont se connecter au flux principal. Et ces flux secondaires, ils relient donc les continents qui sont situés un peu en marge du commerce mondial, hein, donc l'Amérique du Sud, l'Afrique, voilà. Alors, on peut observer également que ces transports maritimes doivent passer par des passages stratégiques. Hein. On appelle ça aussi les verrous des océans, c'est-à-dire des lieux où finalement on ne peut pas ne pas passer en fait. Hein. Ce sont des passages obligatoires. Donc il y a les détroits et les canaux, et on verra que c'est effectivement ces canaux et ces détroits sont des lieux stratégiques et souvent aussi des zones de tension. Alors, on a également des réserves de ressources de plus en plus importantes, des ressources naturelles, qu'on appelle les ressources halieutiques. Hein, les ressources halieutiques ici, ce sont des ressources ce sont les ressources de la mer en fait. Donc la pêche essentiellement, mais aussi ça peut être aussi les minerais par exemple. Hein. Alors les ressources halieutiques, alors on voit qu'effectivement il y a des zones de pêche, hein, principales zones de pêche. On peut situer en mer du Nord, dans l'océan Pacifique, en Asie de l'Est, etc. Certains pays sont des gros producteurs mondiaux de pêche, hein, la Chine étant aujourd'hui devenu le premier pays pour la pêche en mer. On voit qu'il y a une forte tradition en Asie hein, de la pêche, qui est un enjeu majeur dans cette région. Alors il y a également les zones d'exploitation offshore, c'est-à-dire l'exploitation du pétrole sur la mer, grâce aux plateformes pétrolières qui permettent d'exploiter le pétrole en mer. 30% aujourd'hui du pétrole mondial. Et puis il y a les ressources potentielles, ce sont des ressources en devenir, souvent des minerais qui sont souvent situés dans des océans peu accessibles, dans des zones peu accessibles, souvent en grande profondeur, mais qui présentent un intérêt majeur pour l'économie de demain. Ce sont souvent par exemple des nodules ferreux hein, qu'on va pouvoir exploiter comme des ressources qui sont encore intactes et qu'on pourra exploiter pour l'avenir. Donc vous voyez que finalement les océans offrent de nombreuses ressources en matière première, ressources en ressources halieutiques, hein, c'est-à-dire des espèces marines, mais aussi du pétrole et du gaz. Alors la réglementation internationale, c'est une réglementation internationale qui a été mise en place en 1982 à la conférence de Montego Bay pour fixer des règles en matière de liberté de circulation, 2 en matière d'exploitation des ressources. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que chaque État, un État possède, tous les États qui ont un littoral possèdent d'abord ce qu'on appelle les eaux territoriales. Donc 12 000 nautiques. Hein. Les eaux territoriales, c'est finalement un territoire où l'État est totalement souverain sur ces zones. Mais on a aussi finalement créé une zone de souveraineté, une vaste zone de souveraineté. La conférence de Montego Bay a inventé en fait ce principe de la zone économique exclusive qui permet aux États d'avoir une souveraineté sur un espace qui correspond à 200 000 nautiques. Alors donc sur ces 200 000 nautiques, eh bien l'État aura la possibilité d'explorer et d'exploiter les ressources naturelles. C'est le
principal intérêt en fait de la ZEE. Alors ça permet aussi de déployer ses forces militaires, parce que ça on en reparlera. Il y a aussi un intérêt géopolitique. Mais voilà, donc alors un État peut également demander à étendre sa ZEE dans des conditions particulières. C'est-à-dire qu'effectivement une ZEE peut être étendue au-delà des 200 000 si si la situation géographique le justifie en fait. Voilà. Alors